Alors, mes chers amis, après la lecture du chapitre 20, on constate que le narrateur pense que ces visites relèvent du travail du personnel de la prison. Donc, ça n'a rien de personnel, mais plutôt professionnel. Ces gens-là font leur travail et c'est tout. Et ça fait partie aussi de l'indifférence. Hein, on peut dire qu'il s'agit de l'indifférence envers le condamné. Euh, Tout incarne pour le narrateur la prison. Malgré la gentillesse de Geolier, le narrateur le trouve lui aussi prison. La prison devient protéiforme. Elle est sous forme d'une idée, mais aussi sous forme de murs, de barreaux, de fer, d'humains et murailles. La prison devient une espèce de monstre qui dévore le narrateur. L'angoisse du narrateur s'explique par sa prise de conscience que son heure est venue et qu'il a plus d'espoir d'être gracié. Ouverte une seconde fois. Un espèce de monsieur en habit noir s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis ici près de la Cour royale de justice de Paris. Et j'ai l'honneur de vous apporter un message de monsieur le procureur général. La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. J'ai repris d'une voix ferme. Lisez, monsieur. Alors il se mit à me lire un long texte en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté. Comme vous voudrez, monsieur, lui ai-je répondu. À votre aise. Un moyen de fuir. Mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade sur le champ. Il faut que je m'évade par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même, je devrais laisser de ma chair après les poutres. Orage, démon, malédiction. Il faudrait des mois pour percer ces murs avec de bons outils. Je n'ai ni un clou, ni une heure. Alors, dans le chapitre 21, un prêtre ou bien l'aumônier, synonyme. Donc, aumônier ou bien prêtre. Celui qui travaille dans l'église. On le nomme prêtre ou bien l'aumônier. Un prêtre est venu rendre visite au narrateur dans sa cellule. Puis, l'huissier de la Cour royale de Paris est venu annoncer au narrateur que sa demande du renvoi en cassation a été rejetée. Alors, finalement, après que 6 semaines est terminées, ou bien sont terminées. L'huissier, c'est qui? C'est celui qui travaille au tribunal, c'est celui qui transmet les lettres, et il vient pour transmettre le rejet du pourvoi en cassation. Le tribunal ou bien la conciergerie, ou bien le palais de justice. Tous des synonymes.
Quand le narrateur a appris la nouvelle du rejet de son renvoi en cassation, il a d'abord accepté la décision. Il a dit pourquoi il l'a accepté d'abord. Parce qu'il attendait déjà le rejet du pourvoi en cassation. Le condamné n'espérait pas que le pourvoi sera accepté. Il savait déjà qu'il sera rejeté. Et qu'il savait déjà qu'il sera guillotiné ou bien condamné à mort. Mais après, il a rejeté en pensant à une éventuelle évasion. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il ne peut pas résister à cette idée d'accepter la mort. Personne ne peut accepter la mort. Donc il n'a pas pu supporter cette douleur. Et donc il a rejeté en pensant à une éventuelle évasion. Il a dit pourquoi je dois m'enfuir. Je dois me sauver, je dois trouver une solution de sortir de cette prison. Et le narrateur a été transféré à la conciergerie. Exact, oui, dans ce chapitre, il a été transféré à la conciergerie pour être conduit à la place de grève où se font les exécutions. Donc, dans le chapitre suivant qui est 22, le condamné, il sera transféré à la conciergerie qui est le tribunal ou bien le palais de justice qui se trouve à Paris. D'accord ? Donc, après la lecture du chapitre 22, d'ailleurs, je vous conseille de lire tous les chapitres. Hein. Il faut tout d'abord commencer par la lecture et puis entendre l'analyse et apprendre le résumé de chaque chapitre, bien évidemment. Et si vous ne comprenez pas très bien, je conseille à mes élèves, ici au Maroc, qui connaissent l'arabe mieux, d'attendre la partie d'explication en arabe pour bien comprendre l'analyse de ce chapitre. Donc, dans le chapitre 22, le narrateur se trouve à la conciergerie pour les formalités administratives qui précèdent l'exécution. Donc, il sera transféré à la conciergerie vers 7h30 du matin. 7h30. Quand l'huissier est venu avertir le narrateur, ce dernier n'a manifesté de résistance à cette demande. Il s'est levé en toute connaissance de cause et a suivi l'huissier calmement. Et cela relève, ou bien traduit, ou bien montre la bonne éducation du narrateur et de son respect pour le règlement. Effectivement, il était bien éduqué, il était raffiné. Les condamnations étaient courantes à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le cachot où le condamné était arrêté serait occupé le soir même par un autre condamné après le départ du narrateur. Et on va le connaître dans le chapitre prochain, qui est chapitre 22, le frioche. Et donc, cela justifie quoi ? Cela justifie que la condamnation à mort ne rend pas justice ou bien ne diminue pas le taux de la criminalité. La condamnation était courante, on l'a déjà dit, et le départ du narrateur rappelle le départ des forçats vers Toulon. Donc il y avait toujours la condition atmosphérique qui était froide. Le lieu, c'est toujours la cour de Bicêtre. Comme le chapitre 13, si vous vous rappelez, le départ des forçats. Ça ressemble aussi le départ des forçats au chapitre 13. Alors, il y a aussi les spectateurs. Il y a l'escorte, ceux qui vont escorter le condamné, ceux qui le protègent ou bien ceux qui le surveillent. C'est l'escorte, ce sont des gendarmes et des geôliers des gardes. Et le moyen de transport, c'est la voiture attelée de chevaux, c'est le chariot. Et donc,
le départ vers la conciergerie est assimilé au départ vers la mort. Il dit m'ensevelir dans cette tombe à deux roues. Donc la tombe à deux roues. Donc nous avons une métaphore. Il compare le chariot, ou bien la voiture, avec quoi? Avec une tombe. Le narrateur aborde sa mort avec sérénité et calme durant le trajet de Bicêtre à la conciergerie. Le regard du narrateur était tourné vers l'intérieur. Le monologue interne montre que le narrateur se sépare petit à petit du monde des vivants pour plonger dans celui des morts. Un abîme se creuse entre lui et les autres qui bavardaient. Et effectivement, il sentait qu'il ne fait partie plus de ce monde parce qu'il va bientôt mourir. Et donc, il commence à s'isoler de la société et de tout le monde. Alors, nous avons ici l'indifférence totale de la part de l'huissier et même du prêtre. Devant cette situation extrêmement tragique, le prêtre et l'aumônier, l'huissier, parlaient de choses banales, sans prêter attention aux souffrances internes du narrateur. Leur travail d'escorter les condamnés est devenu tellement routinier et répétitif qu'ils ont fini par perdre toute forme de sensibilité. Ils sont devenus des machines rouillées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêtre et l'huissier discutaient devant le condamné sur la vie, sur les événements quotidiens, devant le condamné qui va mourir à 4 heures. Donc cela fait sentir qu'ils sont indifférents envers les souffrances du condamné. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude de chaque fois de ramener ou bien d'escorter un condamné et avec le temps, avec l'habitude, ça devient une chose répétitive et ils ont perdu toute sensibilité envers ces prisonniers. Et ce qui attire l'attention, ce sont des spectateurs qui, dès 8 heures du matin, commençaient à venir pour voir le condamné qui va mourir à 4 heures du matin, à 4 heures de l'après-midi. Donc, voilà. إذن في الجزء العشرين السجين يشعر بأن كل شيء يتحول إلى جزء من السجن. مثلا الحارس الذي دخل عليه يجد أنه هو كذلك جزء لا يتجزأ من هذا السجن الكبير. كذلك بالنسبة للمدير، كذلك بالنسبة كل شيء يشير إلى أنه جزء لا يتجزأ من السجن. أي أن هنا في هذا الجزء العشرين السجن يأخذ أشكال مختلفة من الأحجام أو من الأشكال كالإنسان مثلا، كالأفكار، كالشعور، حتى الهواء الذي يتواجد في السجن. فكما لو كان السجن هو وحش كبير بأشخاصه، بحراسه، بعامليه، بأفكاره، بكل شيء ما فيه. كما لو كان الكاتب يبدأ بالهلوسة، أو يبدأ بالشعور بإحساس الموت، ذاك الإحساس المخيف الذي يشعره كل شخص على مشارف الموت. يأتي شخصين لزيارته. الأول هو الكاهن، كاهن الكنيسة، أو لا المرشد، أو لا الراهب.
الشخص الذي يشتغل في الكنيسة. هذا الراهب أو المرشد الذي دوره هو إعطاء الدعم النفسي للمدان، لأنه بعد قليل سيموت. سيدخل موظف يحمل رسالة من طرف وكيل الملك يخبر فيها برفض حكم الاستئناف، وبأن الحاكي سينقل في نفس اليوم إلى سجن لا كونسيرجوري التابع للمحكمة في باريس. كما تعلمون السجين ينتظر منذ 6 أسابيع قرار حكم الاستئناف بعد أن حكم عليه بالإعدام. لعل ولا عسى أن يقبل القاضي حكم الاستئناف لكي لا يحكم عليه بالإعدام. ربما يحكم عليه بالمؤبد أو لا الأشغال الشاقة أو لا سجن لمدة معينة، لكن مع الأسف هذا الحكم الاستئناف رفض من طرف القاضي ومن طرف المحكمة. وهنا تأثر الكاتب لأنه لم يستعد كفاية هو يعلم ذلك، هو يعلم بصراحة، هو قالها مرات عديدة في الرواية، قال بأن حكم الاستئناف لن يصادقوا عليه، غير أنه كان يتفاءل يقول ربما سيكون حكم الاستئناف وسيخفف عليه العقاب، لكن مع الأسف رفض رفضا تاما. أما في الجزء 22 الكاتب سوف ينقل إلى سجن لا كونسيرجوري أو المحكمة التي توجد في باريس، سيصل مع حوالي 8:30 صباحا. في الطريق le transfert de Bicêtre vers la conciergerie أو الطريق من السجن بيساتر إلى لا كونسيرجوري في باريس سيتكلمان أو لا سيتحاورين الراهب مع لويسيي، الشخص المكلف بتحميل الرسالة لرفض الحكم الاستئناف. سيتحاوران وهما في نفس الوقت راكبان مع السجين. المشكل في هذا هو أن حوارهما يدور حول الحياة وحول الحياة اليومية وحول الأحداث التي ستدور في الليل وكذلك في الأيام القادمة، علما أنه سيموت ولن يستطيع أن يواكب تلك الأحداث. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم لا يأبهون إليه أو لا يشعرون بالمعاناة التي يشعر بها.